Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie Lucien-Brun et donc j'ai le plaisir, au nom du Conseil français des personnes handicapées, le CFHE, d'animer cette table ronde. Donc nous avons une demi-heure pour poser, donc en compagnie des personnes présentes, quelques idées clés qui pourront nous accompagner, vous accompagner au cours de cette journée. Donc les personnes présentes à cette table ronde représentent la diversité des situations de handicap, la richesse des points de vue utilisateurs sur ce que signifie l'accessibilité numérique. Et donc, on va faire commencer les présentations. Donc, Pascal, vous êtes sur cette table ronde représentante du CFHE. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase ce qu'est le CFHE et puis en quoi les personnes rassemblées au sein de votre association s'intéressent particulièrement au numérique? Merci. Oui. Bonjour à tous. Donc le CFHE, c'est le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. Aujourd'hui, le CFHE représente environ 45 associations de défense des droits des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de déficience, donc tout type de handicap confondu. À travers le Forum européen des personnes handicapées, dont vous aurez un représentant tout à l'heure, en fait, le CFHE, c'est la voix, finalement, des personnes en situation de handicap et leurs familles en France et en Europe, afin de faire progresser les législations vers une meilleure inclusion de tous dans la société européenne, tout simplement, et tout domaine confondu, et particulièrement concernant les technologies de l'information et de la communication. Je voudrais dire que ici, c'est un domaine qui nous paraît absolument crucial, parce que s'il est évident que les technologies de l'information et de la communication sont évidemment un avantage certain pour toutes les personnes, c'est donc un plus, une facilité d'utilisation, mais c'est vraiment d'autant plus crucial pour les personnes en situation de handicap parce qu'elles ont davantage besoin que les autres et elles utilisent davantage les technologies de l'information et de la communication, les technologies d'assistance dans leur vie quotidienne. C'est ce qui leur permet concrètement de participer à la vie sociale, donc sur un pied d'égalité avec les autres. Donc voilà, donc nous sommes vraiment intéressés au numérique, au premier chef, j'allais dire toutes nos organisations représentatives du CFHE le sont. Merci Pascal. Emmanuel Aboaf, vous représentez l'UNISDA. Est-ce que vous pouvez en quelques mots donc nous dire avec qui et pour qui travaille cette association et pourquoi l'UNISDA, depuis de nombreuses années, travaille autour des questions numériques? Bonjour, oui, l'UNISDA, c'est l'Union nationale pour l'insertion et sociale des déficients auditifs. Donc, l'UNISDA regroupe des plus grandes associations sur les malentendants de France qui ont pris les personnes sourdes, malentendantes et devenues sourdes. Donc, depuis des années, effectivement, l'UNISDA est à fond sur le dossier de l'accessibilité numérique qui représente l'intégration des personnes sourdes et malentendantes sur la société qui nous permet de communiquer avec l'extérieur. Donc, Internet est vraiment un pilier important. Merci. Pour continuer donc à gauche, Véronique Lechêne, vous représentez donc l'UNAPI. Donc, qui représente l'UNAPI et quels enjeux quotidiens représente le numérique pour ses adhérents? Bonjour. Donc, l'UNAPI, c'est une fédération qui regroupe 550 associations qui accompagne 180 000 personnes en situation de handicap mental au sein d'un peu plus de 3 000 établissements médico-sociaux. Donc, dans le cadre d'une mission e-inclusion, j'ai accompagné le processus d'appropriation des technologies numériques de ces personnes dans les établissements de travail de l'association départementale d'Ille-et-Vilaine. Donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est que pour les personnes en situation de handicap mental, l'accès au numérique et l'accessibilité numérique, c'est un enjeu d'insertion sociale et d'insertion professionnelle, mais c'est aussi avant tout, entre guillemets, une opportunité d'accéder à la normalité. Donc la possibilité d'appartenir au groupe des utilisateurs de ces technologies. D'accord.
Donc Alex, je vais revenir avec le micro parce que le deuxième micro ne marche pas. Donc Alex Bernier, vous êtes présent donc pour l'association Brainnet, qui est membre de la CFPSA. Qui rassemble-t-elle et quels sont donc, en introduction, là, dans ce premier tour de table, les axes principaux de votre travail commun ? Alors la CFPSA, c'est la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. Elle représente les principales associations qui travaillent pour les aveugles et les malvoyants. Le numérique est un sujet central à la CFPSA. Cette CFPSA travaille essentiellement grâce à des commissions et des groupes de travail. Il y a une commission nouvelles technologies et information et de la communication, mais le numérique intervient aussi dans d'autres groupes de travail, puisque c'est relativement transversal maintenant. Là, par exemple, il est très important pour les enjeux d'accès à la culture, d'accès au transport, d'accès à la connaissance en général. Ok. Et pour finir ce tour introductif, Vincent Agnor, vous êtes membre de l'APF. Donc, question similaire à celle qui a été posée aux autres personnes sur cette table introductive, qui donc sont les membres de l'APF et quelle approche rassemble vos membres autour des questions numériques ? Bonjour, donc oui, Vincent Agnor. Donc, l'APF, c'est une grande association hyperalisée de France, qui rassemble environ 30 000 membres. On a deux grands pôles. On a un pôle de revendication et puis un pôle de gestion d'établissement. Donc on a environ 800 établissements, de l'ordre de 20 000 salariés. Et donc voilà, donc il y a deux grands pôles vraiment qui sont bien séparés. Une partie revendication, une partie gestionnaire d'établissement. Une conviction qui est partagée, je pense, par tous les membres de l'association, c'est pour nous l'importance absolue que les services numériques soient accessibles. En particulier, pour nous, déficients moteurs. Il faut bien comprendre qu'on a du mal à se déplacer pour la plupart d'entre nous, voire on ne peut carrément pas se déplacer. Et donc, bien évidemment, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir effectuer toutes ces démarches à distance. Ça nous permet de nous faciliter la vie et puis de rester complètement inclus dans la société. Nous sommes également sûrs que pour que nos adhérents soient beaucoup plus beaucoup plus présents au sein de la société, qu'il faut non seulement que les services, des services web soient eux-mêmes accessibles, mais que l'ensemble du matériel soit accessible, que ce soit les mobiles, les smartphones, les tablettes, etc. Que tout ça soit accessible. Et dernier point, on pense aussi que au-delà de rendre les appareils et les services accessibles, il faut promouvoir de nouveaux usages du numérique afin de garantir une plus grande autonomie pour les personnes handicapées et puis une meilleure inclusion dans la société. Voilà. Merci Vincent. Vous allez garder la parole parce que j'aurais aimé que vous puissiez nous donner un exemple concret en lien avec le numérique d'une difficulté, d'un obstacle vécu au quotidien par les personnes en situation de handicap et de comment ce type d'obstacle peut être levé et la façon dont les participants à la journée qui nous rassemble peuvent agir pour effectivement contribuer à lever ces obstacles. Je vais commencer par un chiffre qui est issu d'une étude de Microsoft de 2011 qui disait que 15% de la population était impactée par un manque d'accessibilité web. Alors là, on parle que de l'accessibilité web. Mais il faut bien voir qu'effectivement, impacter, ça regroupe un certain nombre de caractéristiques. Ça peut être juste une gêne, mais ça peut être aussi carrément,
pour certains de nos utilisateurs l'impossibilité d'utiliser tout service web parce que typiquement on a des utilisateurs qui n'utilisent pas la souris, qui ne se déplacent que grâce au clavier. Il suffit qu'on ne puisse pas effectuer exactement les mêmes actions au clavier et à la souris, là on a carrément des services inaccessibles. Et au-delà du web proprement dit, il faut que l'ensemble de la chaîne qui part de l'appareil, je dirais le hardware lui-même, jusqu'au service et en passant par l'OS, les différentes applications, tout cela soit accessible et que puisse être utilisé par tous, et en particulier par les gens qui ont des déficiences motrices. Au-delà de ça, on imagine que ces services et ces produits puissent être accessibles. Le seul moyen qui me semble être la bonne solution, c'est de penser au niveau conception universelle et conception centrée utilisateur. Ces deux conceptions, si elles sont prises en amont d'un projet, permettent, dans la majorité des cas, de rendre le produit ou le service accessible grâce à une approche proactive en amont, au niveau de la conception, de prendre en considération les besoins de tous et en particulier des personnes handicapées. Au-delà de ça, pour moi, il est important que pour que ces produits et services soient accessibles, que les différents métiers en liaison avec le numérique soient formés, que les professionnels soient formés au niveau de leur formation initiale. Ça, c'est important. Et ça sera le seul moyen de diminuer les coûts de mise en accessibilité de produits et services en intégrant la conception centrée utilisateur et la conception universelle dès les phases très en amont du projet. Dernier point, pour que tout ça aille dans le bon sens et qu'on soit sûr que cette chaîne qui part du hardware jusqu'à la partie logicielle et services soit accessible, à mon avis, le seul moyen, c'est qu'il y ait au niveau législatif, qu'il y ait une loi un petit peu contraignante pour être sûr que tous les acteurs soient bien conscients de l'enjeu de la mise en accessibilité des services et des produits. Et moi, j'ai bon espoir. Le 26 février 2014, le Parlement européen a donc soutenu une proposition de directive sur l'accessibilité numérique, qui demande à ce que les services publics le soient, mais également les opérateurs privés, du moment qu'ils rendent un service public, donc dans les transports, l'acheminement de l'énergie, la santé, etc. Il n'y a plus qu'à ce que le Conseil des ministres européens adopte cette directive. Voilà. Merci Vincent. Autour de cette directive, je pense que la prochaine session permettra de revenir de façon un peu plus détaillée, et Pascal l'évoquera aussi. Emmanuel Aboaf, du côté de l'UNISDA, comment vous appréhendez le développement de l'offre technologique et quelles difficultés demeurent aujourd'hui pour les personnes que vous représentez dans leur accès aux usages du numérique? Alors, vous m'entendez, oui. Alors, il y a beaucoup de choses, en effet, qui sont prises en compte sur plusieurs domaines. Nous avons notamment la télévision, Internet, les smartphones, téléphones et Intranet. Je vais commencer par la télévision. On voudrait bénéficier d'une touche unique pour activer le sous-titrage. Et sur les télécommandes, sur les applications smartphones, sur les interfaces web, avec un site unique pour pouvoir identifier plus facilement où activer le sous-titrage. Avoir la possibilité de paramétrer l'affichage des sous-titres, c'est-à-dire la police de caractères, la taille, bandeaux, noirs, grisés, sans, rares ou non rares, pour prendre en compte ceux qui ont des problèmes visuels. Je pense par exemple aux personnes sourdes atteintes des problèmes visuels et sourdes aveugles. Mais ça n'a pas été suivi par la charte FFT.
pour Internet, nous rencontrons beaucoup de difficultés à naviguer sur certains sites, notamment pour contacter les services clients. Il y a toujours des numéros fixes. Or, nous, les personnes sourdes et malentendantes, nous ne pouvons pas téléphoner. C'est problématique. Nous aimerions avoir des numéros SMS pour pouvoir envoyer des SMS si besoin, ou éventuellement avoir une interface web chat pour pouvoir communiquer par écrit ou par langue des signes. Donc, éventuellement proposer aussi sur des sites des contenus en langue des signes pour expliquer les objectifs du site internet proposé, parce qu'il y a même des personnes sur les malentendantes qui n'arrivent pas correctement à lire, et donc proposer des contenus en langue des signes serait bénéfique. Et éventuellement proposer des interfaces lisibles avec des caractères lisibles pour les personnes sourdes aveugles. Et améliorer éventuellement le très haut débit pour faciliter l'usage des centres relais téléphoniques ou la communication par webcam. Parce que actuellement, le centre relais téléphonique vient d'être mis en marche par les pilotes et ça va être pris en compte de plus en plus. Et donc aussi utiliser la webcam pour communiquer de face à face. Et donc, je tiens à préciser, il est vraiment important de penser à toutes sortes de tout type de surdité et penser à tous les types de communication, à langue de signes, écrit et la langue parlée complétée. Merci. D'accord, merci Emmanuel. Alex, du côté Brainnet CFPSA, est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets de ce qui rend encore si compliqué le plein usage du potentiel inclusif du numérique par les personnes en situation de handicap ? Alors, je vais commencer par un exemple qui a amélioré grandement l'expérience utilisateur. Donc, c'est ce qui concerne la mobilité. Aujourd'hui, on a des systèmes d'information géographique qui sont de plus en plus développés. Et donc, un utilisateur aveugle peut se connecter sur Internet, disons Google Maps par exemple, pour calculer un trajet. Et donc, le service Google Maps va lui décrire le trajet de manière relativement fiable. Donc ça peut encore être amélioré. Et ce genre de service, ces systèmes d'information géographique peuvent être utilisés en temps réel par une personne aveugle ou malvoyante avec son smartphone pour se déplacer dans la rue et avoir des informations sur son trajet. Ce qui reste à améliorer pour que ce soit pleinement efficace et utilisable, c'est essentiellement la précision des capteurs. Donc aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont basés sur le GPS avec une précision de 15 ou 20 mètres, par exemple. Et donc c'est encore un peu insuffisant pour que ce soit complètement utilisable et que ce soit efficace pour les personnes déficientes visuelles. Un deuxième exemple pour lequel le potentiel du numérique n'est pas encore complètement atteint, c'est l'accès aux livres et à la lecture. Aujourd'hui, 8% des livres disponibles en librairie sont accessibles aux personnes déficientes visuelles. Donc ça veut dire que 92%, vous allez dans une librairie, vous supprimez 92% des livres qu'il y a dans cette librairie, ce qui reste, c'est ce qui est disponible dans une version adaptée aux besoins des déficients visuels. Les verrous techniques, les obstacles techniques existent de moins en moins, et ce qui reste essentiellement à faire pour améliorer cette situation en France, c'est des modifications législatives pour que l'accessibilité numérique, les technologies basées sur le numérique donnent leur plein potentiel et permettent de combler cet écart entre le nombre de livres accessibles à tous et le nombre de livres accessibles aux aveugles et malvoyants.
Merci Alex pour ces 2 exemples très concrets. Véronique, à l'UNAPI, pour l'UNAPI, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce qui rend encore difficile l'usage du numérique par les personnes en situation de handicap mental ? Alors ce que j'ai pu observer, c'est que aujourd'hui encore, les représentations sociales du handicap mental sont un frein à l'appropriation des technologies numériques. La méconnaissance du handicap mental fait émerger des représentations qui sont encore stigmatisantes. Et ces représentations créent du réel, c'est-à-dire un déficit d'estime de soi. Et ça influence les intentions d'usage des personnes. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit je vais essayer, mais on m'a dit que ça allait être très difficile. Je vais essayer, mais j'ai peur de ne pas réussir. Donc dans ce cas, il faut accompagner les personnes. Il y a une nécessité d'un accompagnement humain pour mettre les personnes en confiance. Deuxième point, c'est l'adaptation des instruments. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui avaient des difficultés d'abstraction et qui n'arrivaient pas à utiliser l'ordinateur dans sa configuration classique, clavier, souris et écran. Et là, j'ai pu voir que les interfaces tactiles étaient plus accessibles à ces personnes. Ça leur permettait d'agir directement sur l'écran sans l'intermédiaire qu'est la souris. Et enfin, en troisième point, c'est les difficultés que rencontrent les personnes non lectrices. Donc là encore, les tablettes tactiles sont plus accessibles parce qu'elles peuvent se repérer à l'aide des logos et des pictogrammes et elles ne se perdent pas dans les arborescences qu'on rencontre habituellement. Alors ce sont des exemples qui ne valent que pour ce qu'ils sont, mais leur fréquence semble définir quand même un principe. Merci beaucoup pour ces exemples. Alors Pascal, après ces exemples à la fois divers et concrets d'obstacles finalement persistants, quels sont les leviers sur lesquels les associations agissent en lien aussi bien avec les fournisseurs de services qu'avec le législateur, les organismes de normalisation et notamment au niveau du CFHE et du Forum européen ? Oui, on l'a vu, des obstacles potentiels et des obstacles de toute façon réels. Donc l'enjeu, c'est vraiment de les lever. Ça, c'est vraiment pourquoi ? Tout simplement parce que, je le redis, il faut l'avoir à l'esprit, l'accessibilité au numérique, c'est un droit fondamental et ne pas pouvoir y accéder, c'est tout simplement de la discrimination. Donc il y a là un vrai enjeu de participation et de non-exclusion. Donc voilà. Ensuite, ce sur quoi on peut se fonder, on a au niveau européen la chance d'avoir une stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes en situation de handicap pour une Europe sans entrave, qui se fonde entièrement sur la Convention internationale des Nations Unies. Voilà, les 2 leviers, c'est la Convention internationale des Nations Unies, c'est la base juridique qui, depuis la ratification par la France, doit être le socle de toutes les dispositions visant le handicap. Donc, elle prône l'accès à tous les droits et libertés fondamentales. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est les politiques transversales, la mise en œuvre des politiques transversales et donc la stratégie européenne 2010-2020 qui vise à prendre en compte de façon transversale la question de l'accès aux usages numériques. L'autre levier qui est inclus dans la stratégie également, c'est le cadre normatif. Il faut faire évoluer ce cadre normatif. Il faut également renforcer la compréhension par les parties prenantes de ce qui se joue pour les utilisateurs concernés et la reconnaissance de leurs apports à la construction de sociétés inclusives, y compris d'un point de vue numérique, bien évidemment. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est le rôle que peut jouer, on l'a dit tout à l'heure, une directive accessibilité dans cette mise en œuvre. Et c'est vraiment un axe fort de travail du Forum européen, mais aussi de la Commission européenne. Et c'est cet axe fort de travail de la Commission européenne que nous attendons, que nous espérons maintenant depuis près de 2 ans et qui est prévu pour courant 2014. Donc là, le Forum européen, dans ce cadre-là, a un rôle clé à jouer puisqu'il représente l'intérêt des usagers quant à la définition justement des nouvelles normes sur ce sujet. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on a dans cette stratégie européenne 2010-2020, les fonds structurels européens, ça peut être un véritable levier, puisque dans les règlements concernant les fonds structurels européens,
il vise l'accessibilité universelle. Autrement dit, ces fonds structurels européens ne devraient pas pouvoir être utilisés pour financer des projets qui ne répondraient pas à l'accessibilité européenne. Donc moi, je trouve que là, pour le coup, en plus, on a un exemple dont on pourrait s'inspirer. L'Europe donne un instrument financier pour finalement l'édification d'une société inclusive. C'est véritablement le bras armé de la construction d'une société inclusive. Donc l'Europe, elle pose des règles pour garantir que non seulement il ne soit pas créé elle prône le fait qu'il ne soit pas créé des barrières supplémentaires dans l'accès aux nouvelles technologies, et en plus elle permet d'utiliser les instruments financiers pour les projets qui répondent aux principes de non-discrimination, d'accessibilité universelle et de partenariat. Voilà. Merci Pascal. Nous arrivons donc quasiment à l'issue de cette table ronde introductive. Donc c'est une table ronde introductive et en fait on va faire un dernier tour pour que chacun d'entre vous puisse partager donc avec les personnes présentes une idée, une conviction, une pensée que vous aimeriez donc que les uns et les autres gardent avec eux tout au long de cette journée d'échange, afin que la place des utilisateurs soit reconnue au cœur, au fondement de l'accessibilité numérique. Véronique, je vous propose de commencer. Alors moi, je voulais souligner l'importance de l'accompagnement humain dans le processus d'appropriation des technologies numériques. En fait, il n'y a pas de solution uniforme et il faut vraiment se centrer sur la personne et sur ses besoins particuliers pour l'accompagner. D'accord, merci. Vincent ? Moi, j'aurais juste une petite phrase, c'est dire concevez universel, appuyez-vous sur les utilisateurs, vous allez gagner de l'argent. Et puis, mon petit adage que j'aime bien, c'est l'accessibilité, une nécessité pour certains, un bénéfice pour tous. Ok, merci. Alex ? Moi, j'aimerais souligner la grande diversité des domaines impactés par l'accessibilité numérique. Donc, j'ai pris 2 exemples, les transports, la mobilité, la culture, l'éducation. Voilà. Donc, conserver à l'esprit cette grande diversité des domaines. Ok, merci. Emmanuel ? Il est important d'associer le public sourd et malentendant à des avancées technologiques dans des phases de conception et validation sur les nouvelles technologies proposées. Donc, c'est vraiment important de prendre aussi en compte tous les types de surdité parce que les besoins ne sont pas tous les mêmes. D'accord, merci. Et Pascal ? Alors, moi, j'aimerais dire que l'accessibilité numérique ne doit pas créer de barrières supplémentaires. Au contraire, elle doit permettre de les lever. Le leitmotiv du Forum européen pour cela, c'est « Nothing about us without us », ce qui signifie que les personnes doivent être systématiquement consultées dans la conception même des produits et de leur niveau d'accessibilité. Et tous ces produits et services seront adaptés à leur usage uniquement s'ils sont conçus et expérimentés avec la participation des personnes directement concernées qui seront amenées à les utiliser. Donc, les solutions pragmatiques, les solutions intelligentes, elles ne peuvent se trouver finalement qu'avec les personnes directement concernées et leurs associations représentatives. Voilà. Les pouvoirs publics, quant à eux, commencent à prendre la mesure de ces enjeux. Les législations européennes doivent être transposées, être mises en œuvre. Et en France, le ministère des Affaires sociales a organisé le mois dernier une première réunion de travail autour de ce thème. Mais la vigilance des associations doit toujours être présente car la posture de conception universelle est vraiment exigeante. Il ne faut pas donc passer à côté de cet enjeu-là. La politique transversale évoquée par le Premier ministre en septembre 2012 doit être effective en prenant en compte cette question au sein même du ministère chargé de l'économie numérique. Et tout ceci représente un changement de mentalité pour les usagers en comprenant l'intérêt de tous, mais aussi pour les administrations et les pouvoirs publics, ainsi que tout le secteur lucratif créateur de produits et de services.
Merci Pascal, et merci à chacune et à chacun d'entre vous de nous avoir fait partager en ouverture certains des points clés qui vont traverser l'ensemble des travaux de la journée. Donc à la fois, vous avez rappelé que l'accessibilité numérique concerne une vaste diversité d'usages, de situations vécues, d'expériences à la fois individuelles et collectives, et de besoins, la persistance de besoins concrets auxquels il nous reste à apporter des solutions. Vous avez mis en avant la façon dont pour répondre à ces besoins de façon globale et afin de développer une société réellement inclusive, il est nécessaire de prendre à la fois en compte et d'agir aussi bien sur un cadre politique et légal, facilitateur, incitatif, voire coercitif, sur un certain nombre de dispositifs normatifs qui inscrivent en fait l'accessibilité dans leur cœur même, et d'être dans une approche de la conception des produits, des services, des contenus, des interfaces qui prennent en compte la diversité des besoins, donc avec des méthodes et des outils d'évaluation appropriés. Merci d'avoir posé tous ces points. Nous allons les retrouver dans les sessions suivantes.